Eh ben, je sais pas, ça s'est lancé tout seul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Salut à tous, c'est Laurent. Je ne sais pas pourquoi ce générique est parti d'un coup. Salut à tous, c'est Laurent. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Je suis très, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence, cette nouvelle masterclass. Ce soir, on va parler d'argent, on va parler de réussite. Libérer l'énergie de l'argent, le guide vers l'abondance. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer exactement comment, personnellement, j'ai trouvé le processus de matérialisation et comment j'ai réussi à aller jusqu'à l'abondance dans ma vie. Comment j'ai fait, je suis très heureux de ça, je ne vous le cache pas. Je suis très fier de moi et donc je me suis dit: «Allez, je vais raconter aux gens, comment, co comment il est possible aujourd'hui de changer ce qui doit être changé, pour transformer sa vie, OK? Et je vais vous l'expliquer avec, j'espère, le plus de puissance possible parce que vraiment j'ai à cœur de mettre avec vous en mots un chemin qui va vous éclairer, un chemin qui va vraiment vous permettre de transformer quelque chose de très fort. C'est pas pour rien d'ailleurs peut-être que ce générique tête business, il part comme ça, parce que tout ce que je vais vous apprendre là, c'est aussi quelque chose que je partage dans le programme tête business. Je ne sais pas pourquoi c'est parti, mais c'est parti. D'ailleurs, ça partira sûrement à la fin aussi. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave, on continue quand même. Hem, il y a une certitude, je vous le dis, qu'il existe aujourd'hui un outil qui permet de rendre la vie plus, heureuse parce que cet outil nous permet d'écrire le chemin que l'on souhaite. Je honnêtement, si j'avais la possibilité de vous de m'ouvrir les veines pour vous dire à quel point ce truc est extraordinaire, je le ferais. Parce que je sais même plus comment expliquer à quel point cet outil est génial et vous allez voir, je vais vous expliquer comment cet outil, est arrivé jusqu'à moi et vous allez comprendre toute la logique de cet outil et j'espère que vous aurez envie de, vous inscrire avec moi pour travailler avec moi à partir de demain, pendant ces 9 mois qui vont suivre et comment pendant 9 mois, vous allez apprendre, non pas à pratiquer l'outil, parce que pratiquer l'outil, vous allez le faire en quelques jours à peine, mais à intégrer l'outil, pour que l'outil devienne tellement vous, que vous deveniez la personne qui, parce qu'elle est elle-même, parce que vous êtes vous, eh bien, les choses s'ouvrent devant votre passage, les opportunités se présentent, vous voyez les bonnes personnes, vous allez aux bons endroits. Bref, vous avez une vie qui est juste absolument extraordinaire. OK? Je vais vous expliquer ça parce que j'ai pas envie que vous imaginiez que je fais partie de ces paltoquets, ces saltimbanques, du développement personnel qui vous racontent des conneries. Je suis moi-même aujourd'hui dans une maison qui vaut 2,5 millions. J'ai une voiture qui vaut 100 000 euros, une bécane, une moto qui vaut 30 000 euros. J'en veux une autre, 16 000 euros. J'ai une vie absolument géniale. Je vis dans l'abondance, je vis dans la facilité. J'ai une équipe extraordinaire, j'ai des amis incroyables. J'ai une extraordinaire relation avec mes enfants. J'ai une sublime relation avec ma chérie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé à partir de cet outil et surtout, je ne suis pas fait pour ça. Comprenez-moi, je ne suis pas fait pour ça et je vais vous l'expliquer. Je ne suis pas fait pour l'abondance, je ne suis pas fait pour la réussite, je ne suis pas fait pour gagner des sommes énormes, je ne suis pas fait pour avoir du succès parce que j'ai été élevé dans un milieu où on m'a expliqué, où on m'a enseigné, où on m'a appris la loose. Et donc, je vais vous expliquer ça et je vais vous expliquer aussi comment, à partir de cet endroit qui est la loose, j'ai réussi à comprendre le fonctionnement de la loose, donc forcément le fonctionnement de la réussite, comment j'ai transféré ça. Donc tout ça, c'est mon job. Donc vous n'avez pas à le faire parce qu'aujourd'hui, je vous explique l'outil terminé. Je vous enseigne un outil terminé, donc efficace tout de suite puisque utilisable tout de suite. Mais il faut que vous en compreniez le principe. Sinon, vous allez faire partie de ces gens qui me disent parfois sur les réseaux sociaux, oui, évidemment, s'il y avait une technique pour réussir sa vie,
tout le monde le ferait. Mais c'est parce que les gens répondent ça qu'en fait, ils essayent pas. C'est parce que les gens répondent ça qu'en fait, ils ont un mental qui leur dit tout ça, c'est forcément des conneries. Or, non. Et aujourd'hui, c'est la 9e année. On démarre le 9e TEP. Ça veut dire que ça fait 8 ans qu'on enseigne ce truc. Croyez-moi que si j'enseignais un programme et que personne ne réussissait dans ce programme, bah, en fait, ça fait longtemps que je serais déjà aux oubliettes, quoi. Déjà parce que j'aurais pas de clients, déjà parce que j'aurais pas tous les témoignages qui arrivent et qui disent ce truc est dingue, ce programme est dingue, j'ai réussi à faire ci, à faire ça, j'ai réussi à ouvrir ce domaine d'activité, j'ai réussi à générer des relations extraordinaires. Les gens, ils ne font que nous donner des témoignages géniaux parce qu'ils appliquent l'outil. Donc, si vous ne me connaissez pas, ne cherchez pas à savoir qui je suis. Je suis quelqu'un comme vous. Je suis pas peut-être plus intelligent ou plus chanceux ou plus rien. Moi, je suis un gars de banlieue qui a souffert de la pauvreté et qui s'est dit, il faut que je trouve cette putain de baguette magique, cet outil qui va faire que quand on l'applique, ça va mieux. Et j'ai travaillé, bon, ça doit faire 25 ans à peu près, et ça fait vraiment 10 ans ça fait 12 ans que moi, je m'en sers, et ça fait 8 ans que je l'ai enseigné. Donc là, c'est la 9e année, et ça continue de faire évidemment encore plus d'efficacité, puisque moi, je le peaufine chaque année encore plus. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai réussi. J'ai réussi, mes amis, pour une seule raison. Écoutez bien, ça risque de vous choquer un peu, ça risque de vous faire bizarre, et ça risque de vous mettre sur la voie de « Ah bon, mais comment c'est possible de réussir en partant de ce postulat ?» Une seule chose, c'est la pauvreté. Pourquoi j'ai réussi? Parce que j'ai galéré. Entendez bien ça. J'ai réussi parce que justement, j'ai dormi dehors. J'ai dormi sous les ponts. Parce que j'ai crevé la dalle. Alors, ce n'est pas une condition. Il n'est pas nécessaire de passer par là. Moi, je suis passé par là. Et c'est en passant par là que cette difficulté qui est dure, c'est dur. C'est dur de ne pas payer ses factures, c'est dur d'être à la rue, c'est dur de devoir de l'argent, c'est difficile. C'est difficile de se dire je vais avoir les huissiers, on va me couper l'électricité, c'est difficile. J'ai été comme ça quand j'étais comédien, que j'étais au Conservatoire à Paris, donc j'étais vraiment dans une difficulté très forte. Et après, j'ai commencé à gagner de l'argent en faisant de la publicité et du cinéma. Et ensuite, bah, je continuais toujours d'être comédien. Après, j'ai commencé à devenir scénariste, mais c'est très, très dur. C'est-à-dire que même si je gagnais de l'argent, tout me passait entre les mains. J'étais toujours dans des galères d'argent. Et après, j'ai eu une petite fille. Et là, ça a commencé à devenir encore plus difficile pour moi parce que c'était dur de me dire que parce que moi, je n'arrivais pas à gagner de l'argent, c'est elle qui en subissait les conséquences parce que je n'avais pas toujours quelque chose à lui mettre dans son assiette. Et donc, ça a été extrêmement difficile. Mais à un moment donné, je pense au moment le plus difficile qui soit, à un moment donné, j'ai eu une sorte de... Comment je pourrais appeler ça? J'ai eu une sorte de flash, une sorte de révélation. Parce que j'avais vraiment le sentiment d'être dans une énorme galère. Et j'ai commencé à ce moment-là le développement personnel. Et dans le développement personnel, il y a une notion qui m'a été apportée dès le début, c'est que je faisais pas, alors c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est que je faisais pas les choses comme il fallait. C'est-à-dire que j'avais en face de moi quelqu'un qui m'a accompagné et qui me demandait de lui expliquer pourquoi j'avais pris cette décision, pourquoi j'avais fait les choses, etc. Alors moi, j'étais pas du tout ni féru de la psychanalyse, ni féru de rien du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était jouer la comédie, c'était être important. J'avais un ego surdimensionné et j'avais vraiment besoin, j'avais une soif de réussite, mais j'avais pas le sentiment que je faisais les choses mal. Je travaillais beaucoup, je donnais beaucoup d'énergie. J'avais plutôt le sentiment que dans l'histoire, j'étais un peu le héros. Et là, j'avais en face de moi un mec qui me disait, OK, mais pourquoi tu as décidé de faire ça? Pourquoi tu as décidé ci? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Et petit à petit, je me dis: «Merde, c'est de ma faute, quoi. C'est de ma faute». Alors, c'est une mauvaise interprétation, mais c'est une interprétation dont je me remercierai absolument toute ma vie. Parce que cette interprétation, elle m'a permis de considérer que la situation dans laquelle j'étais, qui était une situation de lose, devenait petit à petit pour moi
un laboratoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à me poser des questions, parce que moi, j'avais pas du tout l'habitude de la remise en question, de l'introspection, tout ça, c'était tellement flou pour moi. Pour moi, ça, c'était des trucs de malade, il fallait surtout pas faire ça. Moi, j'ai été élevé par des gens qui disaient: «Pas d'introspection, c'est comme ça, on est comme ça et c'est voilà, c'est tout». Bon, là, petit à petit, je commençais à me poser des questions et j'ai fait une sorte de métaposition et je me regardais faire. Et je suis devenu, une sorte de laborantin dans un laboratoire qui regardait, réagir le rat qui était moi-même aussi. J'étais à la fois le rat et à la fois le laborantin et j'ai commencé à m'étudier en essayant d'avoir un recul sur moi et de comprendre comment je fonctionnais. Merci, merci, merci. Je ne sais pas réellement comment ça m'est arrivé, mais je remercie absolument toutes les influences qui, à un moment donné, ont mis ne serait-ce qu'une petite parcelle, un millionième de cette idée dans ma tête qui a fait ce chemin jusqu'au moment où je me suis dit: «Regarde-toi faire, regarde-toi faire» et j'ai commencé à regarder 2 choses. J'ai commencé à regarder mes pensées conscientes. C'est-à-dire que moi, j'étais loin d'imaginer qu'il y avait des choses inconscientes. Donc, je regardais mes comportements, en fait. C'est ça que je regardais. Je regardais mes comportements, je regardais comment je réfléchissais, je regardais comme ça, comment j'avais. Bon. Et j'ai commencé à me rendre compte que j'étais extrêmement critique. J'étais extrêmement critique, d'abord, sur des gens qui avaient de l'autorité, c'est-à-dire les patrons, la police, le gouvernement. Dès que quelqu'un avec une autorité, pour moi, il fallait que je m'en sépare, il fallait que je dégage. Ces gens étaient des mauvaises personnes. Pourquoi? Bah, finalement, je n'étais pas capable vraiment d'expliquer pourquoi. Parce que ce sont des gens qui abusent des autres, mais j'avais aucun discours clair. J'avais aucun argument qui tenait vraiment la route. J'étais juste en colère contre l'autorité. Puis bon, OK, je vois que je suis en colère contre l'autorité, alors qu'en fait, l'autorité, bon, jusque-là, elle m'a rien fait. Alors évidemment, moi, j'ai un passé dans les cités de banlieue, donc l'autorité, elle est descendue de temps en temps avec des matraques et elle nous en a mis plein la gueule, mais jamais pour rien. C'est à chaque fois, qu'on foutait le feu, à chaque fois qu'on créait du bordel, bah, en fait, ils descendaient, mais si on créait pas du bordel, on était tranquille dans les bacs à sable, à discuter, à raconter des conneries. Donc il y avait pas de menace. Mais il y avait une menace qu'à partir du moment où nous, effectivement, on foutait le bordel. Donc, j'ai pas effectivement, j'avais un problème avec l'autorité, mais j'avais pas eu de preuve que l'autorité était quelque chose de vraiment néfaste pour moi. Bref, problème avec l'autorité. Alors, parmi l'autorité, il y avait les patrons. Le patron de ma mère, le patron de ma tante, le patron de ma grand-mère. Pour moi, ces gens-là, c'était des gens qui abusaient, c'était des gens qui se servaient de eux, c'est des gens qui et je me disais: «Mais ça aussi, pourquoi je pense à ça, en fait?» Et en fait, simplement parce qu'autour de moi, les gens, ils s'en plaignaient. Les gens, ils se plaignaient de leur patron, donc je me disais: «S'ils se plaignent de leur patron, c'est que ce sont des mauvaises personnes». Et je me suis dit: «OK, note quand même que tu as dans les figures d'autorité, tu as un vrai problème avec les gens qui sont les patrons, avec les gens qui sont la police, avec les gens. Note-le, note-le». Je ne savais pas quoi en faire, clairement, mais j'ai quand même noté depuis cette métaposition que j'avais quand même des pensées conscientes qui étaient assez en colère, assez dures. Alors c'était pas un scoop que j'étais en colère, hein, je le savais très bien et je le voyais bien dans mes comportements, mais là, je me disais: «Mais en fait, il y a rien qui la justifie vraiment». Après, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec les riches et en fait, je me suis rappelé une, un épisode où j'étais dans la Renault 5 de maman, que j'étais à l'arrière. Mon frère, il était à côté de moi. Peut-être que c'est probablement les 5 minutes de notre vie où on s'est pas foutu sur la gueule visiblement parce que j'étais, occupé à ailleurs et en fait, elle conduisait et je la vois regarder dans son rétroviseur et dire: «Regarde-moi ce connard» et je tourne la tête et je vois une sublime voiture qui passe et ça m'a paru totalement disproportionné. Je me suis dit: «Mais pourquoi elle dit: "Regarde-moi ce connard"?» Elle le connaît et donc je lui dis: «Tu sais qui c'est?» Elle me dit: «Non, non, mais voilà comment il se la raconte avec sa voiture» et je me dis: «En fait, juste la personne, elle a une belle voiture, donc c'est une voiture de sport. Cette personne, elle a une belle voiture, donc c'est un connard» et je comprenais pas et j'étais vraiment perplexe, quoi. Je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce discours?» et donc ça m'est revenu quand j'ai commencé à me dire: «Mais qu'est-ce que tu penses des gens riches, en fait? Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont de l'argent? Regarde-moi ce connard». C'est arrivé comme ça. Après, évidemment, j'ai commencé à me poser des questions sur
qu'est-ce que je pense de l'argent véritablement? En me disant: «Voilà les pensées que j'ai sur l'argent. L'argent, ça rend les gens débiles. L'argent, ça pousse au crime. L'argent, ça pousse au vol. L'argent, ça pousse à l'arnaque. Pour l'argent, des gens gentils sont capables de faire des choses horribles. Hem, L'argent, c'est un élément de conflit très, très fort, parce que c'était un élément de conflit très fort entre mes parents, avant la séparation, pendant la séparation et après la séparation, puisqu'il y avait cette histoire de pension alimentaire. Et donc, j'avais vraiment le sentiment que l'argent, c'était une source de conflit en permanence. C'était des conflits entre mon oncle et ma tante, c'était des conflits entre ma grand-mère et ma mère, c'était des conflits tout le temps. L'argent, c'était tout le temps des conflits. Donc moi, je ne voyais pas l'argent comme juste une monnaie d'échange, quelque chose qui nous permet de donner à quelqu'un qui va nous donner quelque chose, et puis ensuite de prendre en donnant quelque chose aussi, du savoir-faire ou autre chose. Je ne le voyais pas du tout comme une monnaie d'échange simple, je voyais ça comme une sorte de graine de conflit systématique. Bon, la réussite. La réussite, c'était aussi un sujet qui était très important pour moi, parce que la réussite, pour moi, ça considérait à monter sur un podium et ça devenait un danger. C'est-à-dire, je me suis dit, tous les gens qui montent sur un podium, alors il y avait une expression que ma mère disait assez souvent, elle disait: «Plus dur sera la chute». C'est-à-dire que quand elle voyait des gens qui réussissaient, elle disait: «Plus dur sera la chute». Donc évidemment, moi, je regardais la réussite et je me disais, bah, en fait, monter très haut égale se casser la gueule d'une façon plus violente, encore. C'est-à-dire plus on monte haut, plus on se casse la gueule d'une façon plus violente. Et puis après, je me suis dit: «Moi, il y a des gens que j'aime, que je regarde, ce sont des gens qui ont monté très haut, mais c'est pas forcément des gens qui descendent très bas. Donc, je sais pas, il y avait, mes musiciens préférés, mes acteurs préférés. Moi, j'avais pas l'impression qu'ils se cassaient la gueule, mais il y avait toujours ce truc qui disait: «Bon, mais c'est parce que je suis pas suffisamment courant ou parce que c'est pas encore le moment. Bientôt, bah, ils vont se casser la gueule», et ça donnera raison à cette croyance: «Plus dure sera la chute». Et après, je me suis dit: «Ben, il va y avoir moi et les patrons, il va y avoir moi et l'autorité, il va y avoir moi et les riches, il va y avoir moi et la réussite». Et là, je me suis dit: «C'est impossible pour moi de m'en sortir». Écoutez bien ça, parce que c'est, j'espère, ce qui va vous permettre de créer un switch dans votre tête. C'est-à-dire que vous avez probablement, comme moi, un point de vue. Peut-être que ce point de vue, il n'a pas jusqu'ici été véritablement réfléchi. Peut-être que ce point de vue sur votre fonctionnement ou vos pensées conscientes, peut-être que ce point de vue, il est assez clair. Je suis plutôt du genre à penser ça. Je suis plutôt du genre à imaginer ça. Mais peut-être que on le regarde pas suffisamment honnêtement, et peut-être que, bah, vous vous adaptez. C'est-à-dire que vous avez de la colère contre les patrons, contre les riches, mais comme, bah, en fait, vous faites du développement personnel, vous dites: «Bah, en fait, non, j'essaye moi aussi de mettre de l'amour», et cetera, et cetera. Mais en fait, il y a un moment donné où il faut vraiment regarder. Parce que les patrons, l'autorité, les riches, l'argent, tout ça, c'est pas un problème, en fait. C'est vous et moi et les patrons. Et moi et les patrons, c'était très clair. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, j'ai compris qu'en fait, j'avais des capacités que probablement ils n'avaient pas. C'était très prétentieux, hein. On va pas se cacher les choses, que, de toute façon, ils comprenaient rien, que voilà, et cetera. J'avais pas la clarté que j'ai aujourd'hui quand je pense à ce que c'est de créer une entreprise. Déjà parce que je l'avais pas encore fait, même si j'ai commencé à travailler très tôt, hein. J'ai commencé à travailler, j'avais, 15 ans, ou 15 ans, ouais, même avant. Et donc en fait, le travail que je faisais, alors au début, c'était, pendant les vacances scolaires chez mon oncle, et cetera. Puis après, une fois, j'ai eu l'occasion d'aller vendre des œufs sur le marché. Et après, j'allais avec les maraîchers du marché, j'allais, cueillir les salades, et cetera. Et puis en fait, bah, quand j'avais fini les œufs et les salades, bah, je rentrais chez moi, je m'habillais et j'allais, au lycée, quoi, au collège d'ailleurs même. Hem Et en fait, bah, les autres élèves, ils savaient pas que moi je travaillais. Puis moi, je le disais pas parce que déjà j'étais pas très fier, et puis parce que c'était ma vie, je m'en foutais, quoi. Enfin, je pensais à autre chose. Donc, ouais, c'était plutôt au lycée. Et en fait, au lycée, donc je commençais à travailler, donc je savais ce que c'était que des patrons, et j'avais surtout le sentiment que c'était des gens qui me reconnaissaient pas. Ils me reconnaissaient pas, en fait. Ils me comprenaient pas, ils me reconnaissaient pas. Ils me voyaient comme un cas qui était capable de faire de la manutention parce que j'étais déjà un peu grand, mais je voyais pas des gens qui essayaient de comprendre qui j'étais et tout.
Moi, je regardais Karate Kid, je voyais des adultes qui prenaient des enfants et qui leur apprenaient le karaté pour se défendre. Moi, quand j'allais voir le patron qui me faisait couper les salades, il me disait, Michael Q, il n'était pas là pour me demander, pour se demander est-ce qu'il a du potentiel et est-ce qu'il peut devenir Karate Kid. Non, non, il disait, dépêche-toi, bordel, il y a encore 5 cagettes, tu traînes, tout. Bon, après, il y en avait certains qui étaient sympas. Lui, il était juste speed, en fait. Il n'était pas méchant, mais il était juste pressé, quoi. Mais sa femme était adorable. Enfin bref, j'étais quand même dans un environnement où les gens étaient cool. Mais, mais du coup, en fait, je voyais bien qu'en fait, j'avais une sorte de revendication. Non, mais moi, je suis quelqu'un. Non, mais moi, j'ai des idées. Non, mais moi, je suis intelligent. Et que j'étais en face de gens qui n'en avaient rien à cirer. Et donc, je me dis, mais en fait, il y aura un problème. Il y aura toujours un problème avec les patrons. Parce que c'est des cons. Et après, je me dis, mais il y aura toujours un problème avec l'autorité, avec la police. Parce que c'est des cons. Il y aura toujours un problème avec parce que et c'était toujours de la faute des autres si moi, j'arrivais pas à me faire respecter, si j'arrivais pas à proposer des idées, si j'arrivais pas à avancer, c'était toujours parce que quelqu'un venait me diminuer. Écoutez bien ça, parce que aujourd'hui, je suis capable d'en parler de façon extrêmement claire, mais sur le moment, c'était compliqué pour moi quand j'étais dans ce laboratoire de me dire, voilà, c'est comme ça que tu penses en fait. Tu penses en fait qu'il n'y a aucune personne dans les symboliques de l'autorité qui sera suffisamment intelligent pour te prendre sous son aile. Il n'y a personne qui sera suffisamment éclairé pour voir ton potentiel. C'est ça que tu penses en fait. Tu penses à ça. Quand tu penses aux riches, toi et les riches, tu te dis quoi? Bah moi, je ne fais pas partie du même monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des phrases qui me séparaient clairement de ces gens. Je me souviens très bien, un jour, j'étais à Paris, j'étais avec des potes, on allait dans une soirée, et en fait, je passe devant un grand hôtel. Et il y a une voiture, une super Corvette blanche qui s'arrête, et je vois un animateur de télé qui sort de cette Corvette, et le gars, brillant, quoi. Le gars qu'on voit à la télé, alors je ne sais même plus comment il s'appelle, le gars qu'on voit à la télé, bien coiffé, bien sapé, grosse bagnole et tout, et je me suis vu sur le trottoir d'en face. Je me suis dit: «Mais en fait, on n'est pas dans le même monde. Ça, c'est le monde des riches de ce côté du trottoir et nous, c'est le monde des pauvres» et là, c'est pareil. Je me suis dit: «Mais tu crois dans ça. Tu crois dans ça» et c'est très, très important à un moment donné d'être suffisamment en accord avec soi pour dire: «Regarde ce que tu crois. Regarde ce que tu crois. Regarde ce que tu penses». Et là, les riches, pour moi, c'était un monde totalement différent du mien. Moi, j'étais vraiment issu de la pauvreté, de la banlieue, et donc du coup, j'en avais fait une identité. Mon identité, c'était la banlieue. Mon identité, c'était la pauvreté. Important, très, très important. Vous allez voir pour la suite. Hem, Après, il y avait l'argent. Donc je vous l'ai dit, pour moi, l'argent, c'était source de conflits. Donc ça veut dire qu'il n'était pas question que j'en ai, parce que si j'en avais, ça me poserait des problèmes avec les gens, puisque tous les gens qui avaient des rapports d'argent étaient des gens qui avaient des conflits autour de moi. Donc je me disais, si moi j'en ai, je vais forcément avoir des rapports de conflits avec les autres. Et ça, c'est pareil. Dans ce laboratoire où j'étais le laborantin et le rat, je me suis rendu compte qu'en réalité, je mettais sur l'argent quelque chose qui était tellement conflictuel que moi, j'en voulais pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un voulait me payer un repas, je disais non, 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 parce que je voulais pas que ça crée un problème. J'ai eu des moments dans ma vie où j'étais vraiment, vraiment dans des difficultés très, très importantes, et il a fallu que j'aille emprunter de l'argent à mes amis, et en fait, je leur disais pas: «Je te le rembourserai», je leur disais: «On sera toujours potes, hein, s'il te plaît, on sera toujours amis». Les gens, ils me disaient: «Bah, dans la mesure où tu me rembourses, oui, bien sûr». Oui, mais parce que moi, je pensais que le simple fait d'avoir ce sujet entre nous était quelque chose qui allait apporter conflit, guerre, etc. Et évidemment, fin de l'amitié, fin de ceci, de cela. Donc j'étais terrorisé à l'idée de prendre l'argent des autres alors qu'ils me le prêtaient avec confiance, parce que je me disais, ça va poser des problèmes. Et je me suis rendu compte dans ce laboratoire où j'ai regardé ma vie de loose, je me suis regardé et je me suis dit, voilà à quoi tu penses, voilà ce que tu crois. C'est-à-dire que ce moment de vérité avec moi-même a été le plus grand moment de transformation dans ma vie. Vous allez comprendre après, je vous le promets, parce que vous allez vraiment vous dire, OK, je vois. OK, je comprends pourquoi il nous a raconté sa vie dont on n'a rien à cirer. Mais je continue. Mon rapport à la réussite était aussi très, très important. Pourquoi? Parce que
Le rapport à la réussite était quelque chose qui, pour moi, n'était pas forcément dangereux, mais c'est pour moi, je suis un enfant de l'abus. C'est-à-dire que, j'ai grandi avec, l'abus dans ma famille et j'ai souffert de l'abus de façon très, 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 très forte, quoi. Et pour moi, si je réussissais, eh bien, ça voulait dire que tout le monde allait m'aspirer pour devenir quelqu'un, pour être plus connu, pour gagner de l'argent, tu sais? Comme si j'allais être une espèce de proie simplement parce que je réussissais, j'allais être une proie pour les autres qui étaient intéressés, qui étaient les abuseurs. Moi, j'ai grandi avec l'abus, donc quand on grandit avec une blessure comme l'abus, on a le sentiment que tout le monde autour de nous est un abuseur. Et donc, du coup, quand il est question d'évoluer vers une situation qui va être plus belle, la première chose qu'on se dit, c'est bah non, surtout pas, quoi. Surtout pas parce que ça va appeler les abuseurs, ça va appeler les voleurs, ça va appeler les pilleurs. Et croyez-moi, dans ma vie, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai eu des succès. Qu'est-ce que ça a fait? Évidemment, ça a appelé des abuseurs, ça a appelé des pilleurs. Pourquoi? Et parce que j'en étais sûr. C'est-à-dire que j'ouvrais la porte à ces croyances, j'ouvrais la porte à ce monde, donc c'était le monde et les croyances que je créais. Donc, c'est très important pour moi de vous expliquer que j'étais dans ce laboratoire et dans ce laboratoire, j'ai vu ça, parce que vous allez comprendre comment j'ai fait derrière pour que ça s'élimine. Donc, notez bien numéro un, regardez-vous avec franchise, regardez-vous avec honnêteté, regardez ce qui vous apparaît comme d'abord évident. Toutes vos pensées conscientes, tous vos réflexes, la façon dont vous parlez, la façon dont vous réfléchissez, les actions que vous mettez en place, regardez ça de façon très honnête. Ensuite, allez voir, donc évidemment, vous comprenez que quand on voit tout ça, qu'est-ce qu'on voit d'autre si ce n'est de la peur tout le temps? Peur d'être rejeté, peur d'être pillé, d'être volé, peur d'être humilié, pas considéré. C'est que de la peur, en fait. Après, il y a on va dire mes pensées inconscientes ou mes réflexes inconscients. J'ai remarqué que j'avais des réactions bizarres et parfois des réactions qui ne s'expliquaient absolument pas. Hem, Dans le programme Tout est possible, je l'ai raconté plusieurs fois, il y a quelque chose qui a été extrêmement important pour moi parce que justement, c'est là-dessus, c'est sur cette anecdote que je suis revenu quand j'ai commencé à me regarder dans le laboratoire en disant: «Regarde bien qui tu es». Je me suis rappelé d'une anecdote incroyable. Je me suis rappelé qu'un jour, mon agent m'appelle et me dit, parce que j'étais comédien, et me dit: «Il y a un casting». Alors c'était pas véritablement mon agent, mais c'était quelqu'un qui faisait des castings, qui m'aimait bien et qui dit: «Il y a un casting pour, une série». Et en fait, c'est une série un peu le club des 5, c'est des amis et en fait, ils cherchent quelqu'un, un peu comme toi, je veux dire un peu voyou, un peu grande gueule et tout. Bon, j'arrive sur le casting, je passe le casting et je me rends compte que ça se passe bien. OK, bon super. Quelques jours plus tard, je suis rappelé: «Est-ce que tu peux venir repasser le casting? Est-ce que tu peux venir faire des essais et rencontrer la réalisatrice et la productrice?» Je dis: «OK, super, très bien». Donc j'arrive, je repasse les essais, bon j'apprends un bout de texte et tout, bon c'était mon métier, hein, je faisais ça donc rien d'extraordinaire et puis je rencontre la réalisatrice et je rencontre la productrice et la productrice me dit: «En fait avec la réalisatrice, on est en train de se demander si on va pas changer l'importance des personnages et notamment ton personnage qui on va dire est, le 3e larron, le mettre en premier parce que il y a tellement de charisme, il y a tellement de présence que tu et en fait, c'est presque un peu un personnage très important. Alors, pour faire un petit parallèle, il y a eu Friends. Dans Friends, il y avait, Matt Leblanc, qui jouait Joey et en fait, bah, c'était un peu un personnage comme ça et donc moi, ça me plaisait parce que c'était un personnage un peu déconnant. C'était un peu le Fonzie de Nos jours heureux et en fait, c'était un personnage un peu déconnant, un personnage un peu charismatique et en fait, il se disait: «Mais en fait, c'est on n'a jamais mis ce personnage-là au milieu d'une série, on va le faire». Et je dis: «Bah ouais, c'est super, mais moi je me rends pas vraiment compte de quoi il s'agit, j'arrive pas à comprendre sur le moment qu'en fait je vais être le personnage principal de la série». Bon, bref, j'avais d'autres personnes que je connaissais qui participaient au casting, donc un qui faisait justement le casting pour le rôle principal, qui se rend compte qu'en réalité ça bouge et qui se rend compte qu'en réalité c'est moi et le gars, je le sens un peu jaloux, mais quand même un peu content parce que de toute façon, il aurait joué dans la série aussi. Un peu content quand même, pour moi et je trouve ça louche.
C'est-à-dire, je trouve ça louche, mais je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça louche que la réalisatrice, elle veuille changer quelque chose, qui est déjà écrit, que la productrice, elle veuille changer quelque chose qui est déjà écrit, et je trouve ça louche que le mec qui devait avoir le premier rôle et qui finalement aura le troisième rôle, eh ben, il trouve ça quand même cool que ce soit moi qui le fasse. Ah ouais, mais je suis content que ce soit toi qui le fasse et tout. Et je me vois, donc moi je suis dans mon laboratoire et je me dis: «Rappelle-toi de cette situation, c'est impossible pour moi, impossible. J'ai tourné le truc dans tous les sens. C'est impossible pour moi d'expliquer ma réaction». Ma réaction, ça a été de commencer à créer une sorte de paranoïa en me disant: «C'est la productrice qui veut coucher avec moi». En fait, c'est un traquenard parce que la productrice veut coucher avec moi. Alors là, je parle avec, un ton, on dirait une nonne, hem, d'un couvent, baptiste, mais j'étais absolument pas sauvage, moi, comme garçon. Donc, l'idée, c'était pas une idée totalement farfelue. Je m'en foutais totalement. C'était pas la première fois que j'aurais eu une relation, et pas la première fois que j'aurais eu une relation intéressée. Donc, je vois pas en quoi ce truc-là, spécialement, m'a mis dans cet état. Mais j'ai commencé à avoir une espèce d'état de paranoïa et en fait, je me suis arrangé pour tout, saboter, en fait. Donc j'ai commencé à travailler avec la productrice et cetera, et en fait, le jour où il fallait, se vraiment prendre du temps et discuter et en fait s'impliquer dans l'écriture, en fait, il fallait que j'aille chez elle, enfin, il y avait une maison de campagne. Le truc était génial, en fait. C'était un tapis rouge vers le succès. J'ai dit: «Non, j'y vais pas, je ferai pas ton film. Ça va, j'ai compris ce que vous voulez, ciao, clac». Bon, le projet s'est arrêté, je sais plus ce que c'est devenu derrière, mais je me suis dit: «Mais comment tu arrives à expliquer ça, mon gars? Comment tu arrives à expliquer une sorte de comportement aussi bizarre?» Et ben, là, toujours là, aujourd'hui, je sais pas comment je suis arrivé là. Alors, bien sûr, je sais l'expliquer, mais je sais pas ce qui s'est passé en moi pour que d'un seul coup, je sabote tout. Il y a aussi des choses ou des moments dans lesquels j'étais extrêmement mal à l'aise. Notamment, moi, je sortais beaucoup quand j'étais plus jeune, je sortais énormément, je faisais beaucoup, beaucoup la fête, et il y a des moments où je me sentais pas bien. Il y a des moments où j'étais mal à l'aise, et je me suis rendu compte dans mon laboratoire, avec un peu de hauteur, que c'était toujours dans des moments où j'étais entouré de gens qui avaient de l'argent. C'est-à-dire que j'étais toujours pas à ma place parce que j'avais le sentiment qu'on allait me griller. J'avais le sentiment que quelqu'un allait se tourner et allait dire: «Non mais, tu fais quoi toi ici? Normalement tu devrais être dans ta cité», et en fait que d'un seul coup il appelle la sécurité qui me fasse virer. Et ça, c'est pareil. Comment je peux me sentir mal à l'aise pour une raison comme celle-là? C'est quand même incroyable. Et dans mon petit laboratoire, je me disais: «Tu es en train de mettre la main sur quelque chose de super important. Mais vas-y, creuse encore». J'avais aussi énormément de culpabilité. Alors, culpabilité parce que je suis issu d'une éducation où c'était toujours: «Le pauvre, oh le pauvre, ah le pauvre, oh le pauvre». On est tous des victimes de quelqu'un dans mon éducation, et donc moi évidemment j'étais le victime de quelque chose. J'étais le victime de mon père qui m'avait lâché, que après qui je courais éternellement, sans jamais le retrouver. Ah Laurent le pauvre. J'essayais de bosser et ça marchait pas. Oh Laurent le pauvre. J'essayais d'avoir une carrière de comédien et ça marchait pas, et pour cause. Oh Laurent le pauvre. J'essayais de m'en sortir avec ma fille. Oh Laurent le pauvre. C'était toujours ça, c'était Laurent le pauvre. Et donc avec ce Laurent le pauvre, j'avais créé une sorte de culpabilité intérieure, quelque chose d'assez, franchement assez malsain, disons-le, quelque chose d'assez, bizarre, pas très pur, dès que j'étais dans des endroits où on pouvait me griller, où on pouvait voir que j'étais Laurent le pauvre et pas du tout Laurent qui est à sa place ici, et ben, d'un seul coup, j'étais coupable. Je me sentais hyper coupable. Donc là, c'est pareil. Comment je l'explique? J'en sais rien. J'en sais rien. Autre chose, de façon, beaucoup plus évidente, ma colère. Je ressentais du rejet, je ressentais de la trahison, j'étais en colère contre tout le monde, et donc je me disais: «D'où elle vient cette colère?» Je veux dire, je suis pas un enfant battu, j'ai pas été agressé, j'ai pas vécu des choses terribles. J'ai juste vécu, la pauvreté dans les cités de banlieue, quoi, c'est tout, ça va, quoi.
Enfin, je veux dire, il y a des gamins qui vivent des trucs pires que moi et qui sont pas autant en colère que moi. Mais moi, j'étais très, très en colère contre mon milieu, très en colère contre ma famille, très en colère. J'avais le sentiment qu'on ne me donnait pas ma chance, que c'était insupportable. Bref, donc beaucoup de colère. Et puis, j'avais des réflexes idiots. Des réflexes idiots. J'avais des réflexes absolument débiles, comme le fait de, par exemple, saboter, quelque chose du travail, qui allait me donner, une ouverture importante, ne pas me réveiller quand j'avais un rendez-vous super important, j'avais des réflexes idiots et puis j'avais aussi, des réflexes cons quand j'étais dans des conversations avec les gens, je les envoyais chier alors qu'ils étaient en train de m'ouvrir la porte, j'avais tout ça, c'est ce que j'ai regardé dans le laboratoire que j'ai créé avec ma pauvreté, quoi, avec ma difficulté. Parce que j'étais en galère, j'ai pu voir ça et j'en ai tiré une seule conclusion, une seule. Je suis très heureux de ne pas en avoir tiré plus. Une seule. Je suis paramétré pour la loose. Voilà. Je suis paramétré pour la loose et je commençais à réfléchir à ça et je me rappelle parfaitement du moment où c'est arrivé. J'étais en week-end dans un truc de thalasso, j'étais dans la piscine en train de me faire chier et j'étais en train de me dire: «Mais voilà, en fait, tu as totalement été paramétré pour ne pas réussir». Comme les gens qui t'ont élevé, qui eux-mêmes n'ont pas réussi et qui t'ont enseigné absolument toutes les informations qu'il faut pour ne pas réussir toi non plus. Ils t'ont enseigné la colère contre les autres, ils t'ont enseigné l'injustice, ils t'ont enseigné la difficulté, ils t'ont enseigné la paranoïa, ils t'ont enseigné ça. Alors évidemment, eux, ils m'ont donné des informations, c'est moi qui ai bien voulu les garder, hein. C'est moi qui me suis enseigné avec ce qu'ils m'ont donné. Ça, c'est une chose très importante aussi, c'est je me suis enseigné avec ce qu'ils m'ont donné. Mais dans cet univers, c'était difficile d'avoir d'autres informations. Quoique, j'ai aussi de temps en temps côtoyé des gens qui avaient de l'argent, mais j'avais le sentiment, moi je suis sorti avec une fille qui s'appelle Fleur, qui était absolument magnifique. Même encore aujourd'hui quand j'en parle, donc Fleur habitait les beaux quartiers de Paris, à chaque fois que j'en parle, je dis c'était la belle et le clochard. Donc vous dire, c'est tellement ancré chez moi que il y a quelque chose qui me met de toute façon dans la peau du clochard. Évidemment, je me suis pas mis dans la peau de la belle et pour moi, c'était la belle et le clochard et j'avais toujours le sentiment que j'étais le clochard de service, j'avais toujours le sentiment que j'étais le pauvre de service, j'avais toujours le sentiment que j'étais le loser de service. OK, très bien, très, très bien. Maintenant que je sais que je me suis paramétré pour la loose, qui est finalement le travail que vous ne ferez jamais si vous travaillez avec moi, mais qu'on fera ensemble. Dans une version beaucoup plus soft, c'est puisque vous vous êtes paramétré vous aussi pour un certain degré de réussite. Alors, pour connaître votre degré de réussite, c'est pas très compliqué. Vous regardez autour de vous et vous regardez si c'est à la hauteur de la réussite que vous souhaitez dans votre vie. Si c'est à la hauteur des revenus que vous souhaitez dans votre vie, oui ou non. Si c'est oui, alors c'est parfait, je suis très heureux pour vous. Si c'est non, ça veut dire que vous avez été paramétré pour créer ce qui est votre environnement et pas plus. Et si vous voulez créer plus, parce qu'il y a des tas de gens qui veulent du bonheur, qui veulent de l'amour, qui veulent des relations merveilleuses avec les autres, qui veulent une société qui fonctionne bien, avec des clients, avec des revenus, avec des gens heureux de votre contribution, qui vous payent, etc. Donc il y a plein de gens qui veulent ça, mais ils sont paramétrés pour vivre autre chose. Ils sont paramétrés pour vivre ce qu'ils vivent, c'est-à-dire la difficulté, les factures impayées, les clients qui viennent pas, les galères de marketing, voilà. Et chacun crée son univers. Moi, j'ai créé le mien et ça m'allait pas du tout. Alors, je pense qu'il y a plein de petits enfants tristes et vagabonds qui aimeraient bien avoir la vie que j'avais à l'époque, mais moi, ça me convenait pas. Moi, j'avais envie de tellement, tellement plus. J'avais envie d'abondance, j'avais envie d'amitié, j'avais envie d'amour, j'avais envie de lumière, j'avais envie de grands espaces, j'avais envie d'habiter dans des beaux endroits, j'avais envie de m'habiller avec des vêtements qui me plaisent, que je choisis moi-même. Euh, et donc, c'est pas du tout le rapport entre ce que je voulais et ce que je créais était tellement grand, c'était un immense canyon. Et donc, je me suis dit, OK, donc il va falloir que je me reparamètre. Il va falloir que je me reparamètre. Donc, il va falloir que je trouve un moyen, un exercice ou n'importe quoi qui me reparamètre. Alors, j'ai essayé 10 000 trucs. Le truc qui m'a le plus séduit, c'est Esther X, Jerry X, la loi d'attraction.
J'ai lu, j'ai trouvé ça absolument génial. Si on lit, qui lit, Jerry Hicks, sait à quel point c'est bien écrit. C'est extrêmement bien écrit. J'ai lu Barr Belmore, j'ai lu tous les gens qui sont des piliers de la loi d'attraction et je j'ai toujours été gêné par quelque chose. C'est-à-dire, la loi d'attraction dit: «Tu attires à toi ce que tu vibres». Ça veut dire, ou ça sous-entend, de mon point de vue, que ça va m'être donné. C'est-à-dire que si je vibre, ça va m'être donné. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui décide de donner ou pas. Et quand on travaille l'énergie, c'est impossible. C'est une idée qui tient absolument pas debout parce qu'il n'y a pas d'autre que toi dans l'énergie. Et honnêtement, j'ai lu Krishnamurti, Osho Rajneesh, Deepak Chopra, j'ai lu Les Grands Initiés. Vous lisez Les Grands Initiés d'Edgar Chauret, Edgar Chauret, c'est absolument génial. J'ai lu Les Grands Initiés. J'ai lu aussi euh, comment ça s'appelle? Non, ça me reviendra. J'ai lu, tout ce qui était, j'ai lu Thich Nhat Hanh, j'ai lu, vraiment, et tous ceux qui travaillent sur l'énergie s'accordent sur une chose, c'est qu'il n'y a pas autre chose que toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une énergie qui décide de te donner ou pas. Non, il y a toi et ce que tu fabriques, c'est tout. Il y a toi et ce que tu fais. Il y a toi et ce que tu dis. Il y a toi, donc, du point de vue de l'énergie, il y a toi et ce que tu émets. Il y a toi et ce que tu vibres. C'est tout. Mais ce que tu vibres ne peut pas rebondir pour t'apporter quelque chose. C'est impossible. Et l'unité, si on travaille sur l'énergie, ne peut pas supposer, ne serait-ce que l'hypothèse de la loi d'attraction. Ça ne marche pas du tout. Et puis j'ai fait quelque chose que j'aurais peut-être pas dû, mais j'ai fait quelque chose. C'est qu'à l'époque, j'étais assez proche de gens qui enseignaient la loi d'attraction sur des groupes de Facebook, dans des, dans des programmes en ligne, etc., etc. Et je les ai côtoyés. Je les ai côtoyés parce que moi, je pars d'un principe simple et probablement idiot, c'est que si on dit qu'on a l'outil, ça veut dire qu'on s'en sert et ça veut dire que cet outil il marche chez nous, quoi. Et en fait, je n'ai jamais vu ces gens évoluer. C'est-à-dire financièrement, je n'ai jamais vu ces gens évoluer financièrement. Je n'ai jamais vu de réussite chez ces gens. Alors, je ne vais pas vous les citer parce que ce serait pas cool, mais ce sont des gens qui continuent d'animer des groupes sur la loi d'attraction. Ce sont des gens qui continuent de faire des programmes en ligne sur la loi d'attraction. Ils n'ont pas la queue d'un radis. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas d'argent. J'en connais une qui a commencé à avoir un petit peu d'argent, puis après, elle a reçu un, un héritage, et puis en fait, elle s'est rendue compte que après coup, après avoir commencé à faire construire sa maison, qu'en réalité, bah, elle n'était pas toute seule sur l'héritage, donc il a fallu rendre l'héritage. Enfin, c'est un ramassis d'emmerdement. Et l'autre qui vraiment anime des groupes, je sais pas, ils doivent être 15 000 ou 20 000 sur son groupe, elle a pas une thune, quoi. Elle a pas une thune. Pas de thune pour elle, pas de thune pour élever ses enfants. Donc à un moment donné, je me suis dit: «Ah, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans la loi d'attraction». J'ai travaillé aussi avec, des gens qui m'ont dit: «Fais des vision boards», et en fait, lorsque j'étais devant mon vision board, je me disais: «Je suis en train d'arrêter avec mon mental un état d'abondance qui n'est peut-être pas le mien, mais surtout je ne me donne aucune possibilité d'avoir une autre abondance que celle-là». Donc je me suis dit: «Oh, oh, attention, ton vision board ne doit pas te servir à visualiser quelque chose et à avoir une vision sur ta réussite, ça te permet simplement d'avoir un spectre». Et parce que je l'ai considéré comme ça, je me suis jamais fait avoir par le vision board, qui peut être extrêmement enfermant, donc totalement contre-productif. Donc, ces outils, vision board, etc., ces choses qui étaient pour moi importantes comme la loi d'attraction et tout, c'est vision board? Non. Loi d'attraction? Non. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les pensées limitantes. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup occupé, et j'ai travaillé à fond sur ce sujet-là. Rien à voir. En fait, une pensée ne peut jamais être limitante. Une pensée, elle est limitante à partir du moment où elle s'oppose à une autre pensée qui serait meilleure. Mais en réalité, on n'a que les pensées qu'on a. Et en fait, même si je pense là tout de suite à aller sur la ligne comme Thomas Pesquet, je ne suis pas confronté à une
pensée limitante. Et s'il y a une autre pensée qui vient se raccorder à celle-là et qui dit: «Mais tu n'y arriveras jamais parce que tu n'es pas, cosmonaute et parce que tu as dépassé 50 ans et parce qu'il faut être en forme», même cette pensée n'est pas une pensée limitante, c'est une pensée et en fait, elle est limitante parce que je la juge. Elle est limitante pas parce qu'elle me juge, mais parce que moi, je la juge. Quand je me dis: «Bah, tiens, allez, je vais faire un truc très simple, c'est que pour aller de ce côté-là de la route à l'autre côté de la route, je vais traverser». Sauf que c'est une autoroute. Ah oui, bon, c'est une autoroute au mois d'août, voilà, bon. Ben, si j'ai une pensée qui arrive et qui me dit: «Tu vas te faire défoncer, tu vas faire 3 pas en avant, tu vas te faire éclater par une bagnole, on va te retrouver dans 400 mètres en bouillie». C'est pas une pensée limitante, c'est des pensées qui me protègent. C'est-à-dire que si on considère que nos pensées sont limitantes, on est dans un déni absolu qu'il y a une part de nous qui cherche à nous protéger. Qui d'autre que quelque chose qui vous aime cherche à vous protéger? Personne. Ce ne peut être que des pensées aimantes qui cherchent à me protéger de situations particulières. C'est-à-dire quand je pars dans mes visions fantasmées de réussite et de grandeur et de machin, et que je viens moi-même obstruer le chemin, c'est parce que je me protège. C'est pas parce que je me limite, c'est parce que je me protège. Et ça, je me suis dit, tu ne travailles plus jamais sur des idées de pensée limitantes parce que tu es en train de te foutre le doigt dans l'œil. Bon, je vous épargnerai ça, mais il y en a plein parmi vous qui ont fait l'université d'été qui s'est terminée aujourd'hui avec moi. Dans l'université d'été, j'ai explosé toute idée de mission, j'ai explosé toute idée d'avoir sa place ou de pas avoir sa place, j'ai explosé toute idée d'avoir un homme ou une femme dans sa vie qui arrive et qui soit génial, j'ai explosé toute idée d'avoir une quête sur l'argent. Bref, j'ai beaucoup travaillé, et tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup travaillé et que j'ai dégagé tout ça. Pour finalement me rendre compte que qu'est-ce qui est à la source de tout? Qu'est-ce qui est à la source de tout? C'est l'énergie. C'est-à-dire ce qui va créer le mouvement, et ce mouvement va entraîner une pensée. Ce mouvement va entraîner une parole. Ce mouvement va entraîner une action. Ce mouvement-là, c'est le mouvement qui m'intéresse. Donc, je fais un petit résumé pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Règle numéro 1, le meilleur moyen de réussir, c'est d'avoir été dans la merde. Pourquoi? Parce que ça permet de voir quel comportement, quelle attitude, quel réflexe, quelle pensée consciente ou inconsciente on a lorsqu'on est embringué dans la loose, lorsqu'on a appris la loose, lorsqu'on a été élevé à la loose. Hyper important. Ok, ça nous permet d'être sage et d'être clair sur qui on est vraiment. C'est-à-dire qui on est vraiment avec l'apprentissage qu'on a eu. Ensuite, comment on va reparamétrer? D'accord? Comment on va reparamétrer? J'ai fait le travail avant vous, il y a des tas de choses qui ne marchent pas et même, je vais vous dire, il y a des tas de choses qui sont enseignées dans le développement personnel, même par des gens que je connais et que j'aime beaucoup, qui sont totalement contre-productifs, qui sont bloquants pour le phénomène de transformation, totalement bloquants. Mais bon, écoutez, hein, je veux dire, je ne suis pas Zorro, hein, voilà, moi, je me contente d'essayer et de dire, non, bah, ça ne marche pas et de proposer autre chose. Je serais couillon si je m'arrêtais à: «Non, ça ne marche pas». J'ai décidé de proposer autre chose et j'ai proposé autre chose qui se trouve fonctionne. Bref, la troisième chose, c'est de dire: l'énergie est la base de tout. L'énergie est la base de pensée, parole, action. OK? Donc on va faire les choses et c'est là que les choses vont devenir très claires pour vous. On va faire une chose très simple. C'est qu'on va regarder où ça merde et on va reparamétrer. Bon, je suis bien avec l'idée de la loose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est probablement quelque chose qui me préserve, c'est probablement quelque chose qui me met dans un confort parce que simplement, je sais comment ça marche. C'est pour ça qu'en fait, je ne peux pas considérer que ce sont des pensées limitantes. Ce sont des pensées d'amour pour moi qui me protègent. Donc, je suis bien parce que je me protège dans l'idée de la loose. C'est quelque chose de très, très logique, c'est du bon sens. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que je me mette bien avec l'idée de la réussite. C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut que, quand je me reparamètre, je me donne des temps pendant lesquels je me pose et pendant lesquels je m'installe dans une idée de la réussite. Dans une idée de la réussite, alors évidemment, j'ai essayé 10 000 trucs différents.
j'ai essayé, je gagne une coupe, on me signe un chèque, je serre des mains, on m'applaudit. J'ai essayé 1 milliard de trucs, c'est-à-dire des projections, OK, ma créativité. Je fais une projection, j'ai essayé des tas de trucs. Quasiment rien ne fonctionne, sauf la paix de la réussite. C'est-à-dire, c'est pas je me vois en train de réussir, c'est que je me vois en paix parce que j'ai réussi. Je me vois pas dans l'ascension, je me vois pas dans l'explosion, je me vois dans l'après. Je me vois dans ah, ça y est, j'ai réussi. Je suis cette personne qui a réussi. Et je me suis imposé, 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 imposé de faire ça. Alors, c'est pas en mode méditation, parce que je suis pas vraiment un méditant, mais je marchais beaucoup, 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 et je me mettais dans la peau de celui qui avance physiquement dans la réussite. Et en fait, je voyais comment, à l'intérieur de moi, ça tapait, ça bousculait. J'avais des idées qui venaient de dire, mais pour qui tu te prends? Mais ça va pas, mais machin, mais on va te tuer, on va te crucifier, on va te voler, on va te piller. Enfin, mais je l'ai fait. En numéro 2, je me suis dit, alors c'est en même temps, je travaillais ça en même temps. Il y a une émotion en moi qui est accrochée à l'idée de la réussite, qui dit: «Ah non, ah Marc, ben, il va falloir que j'accroche oui. Il va falloir que j'accroche oui, un grand oui. La joie, la paix, la tranquillité». Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire que je me crée l'émotion et on peut tous se créer des émotions. Là, vous êtes assis sur votre chaise, vous pouvez très bien décider en claquant du doigt d'être énervé, en claquant du doigt d'être triste, en claquant du doigt d'être joyeux. Vous êtes totalement libre de vos émotions. Et si vous ne me croyez pas, prenez du temps après cette conférence pour essayer de claquer du doigt et de vous sentir très, très énervé. Vous allez voir, ça vient très, très vite. Donc moi, je me sentais heureux d'être riche, heureux de réussir. Et là, c'est pareil, c'était difficile, mais j'ai travaillé, 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 travaillé. Je me suis imposé, 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 imposé tout ça pour avoir le sentiment, à un moment donné, que l'idée de la réussite était OK pour moi. C'est-à-dire que ça a créé de la joie dans ma tête. Mais c'est pas parce que je le fantasmais. Je me disais pas: «Ah ouais, la réussite, c'est génial». Tout ça, je l'ai fait 1000 fois. Non, je me disais: «Si je suis la réussite, c'est génial. Si je suis la réussite, je suis dans la joie». Et là, c'est complètement différent. Troisième chose, mon corps. Mon corps, il a fait souvent demi-tour. Mon corps, il s'est souvent tu au moment où il fallait que je parle. Il s'est souvent barré au moment où il fallait que je reste. Il s'est mis à agresser au moment où il fallait que je sois calme. Donc mon corps, je me disais, il est mené par quelque chose qui n'est pas moi, en tout cas qui n'est pas ma volonté consciente. Après, j'ai appris l'existence du système nerveux autonome, et le système nerveux autonome qui est dirigé par la partie inconsciente de nous, en fait, eh bien, s'empare du corps et le fait agresser, le fait partir, le fait se taire, le fait se figer, enfin bref, si vous connaissez un peu le fonctionnement du système nerveux autonome, vous savez de quoi il s'agit. Et donc, je me suis dit, OK, mon corps n'est pas à l'aise avec l'idée de la réussite, donc mon corps doit être à l'aise avec l'idée de la réussite. C'est-à-dire que je travaillais, et notamment, je faisais des étirements, j'ai fait du sport, mais je bougeais mon corps avec l'idée que je puisse être une personne dans la réussite, une personne successful, une personne aimée pour ça. Ah, et je voyais que ça, parfois mon corps il résistait. Je voyais que ça créait des choses qui n'étaient pas très faciles physiquement. Donc ça, c'est la troisième chose que j'ai fait. Et la quatrième chose que j'ai fait, c'est quelle est l'idée de moi? L'idée de moi aujourd'hui, c'est le pauvre Laurent, parce que c'est ce que les gens disaient tous. Ah, pauvre Laurent, ah, t'es vachement courageux, ah, mon pauvre Laurent, mon pauvre Laurent. Donc je me suis dit, l'idée de moi, ça va être Laurent, la réussite. Laurent qui réussit. Et en fait, c'est pareil. Là, pour le coup, je faisais un exercice inspiré par Deepak Chopra. Je restais dans mon lit, assis sur mon lit, et en fait, je disais partout dans le monde, tous ceux qui se connectent à l'idée de moi, qu'ils me connaissent ou qu'ils ne me connaissent pas, qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas, connectent avec la réussite, parce que je suis la réussite. Et j'imaginais que j'envoyais des millions et des millions d'informations partout dans le monde et que j'étais la réussite. Et pour terminer, euh, sur la base d'un texte que vous connaissez probablement, en fait, qui est un texte biblique que j'ai lu, c'était dans, comment ça s'appelle,
je ne sais plus comment s'appelle ce livre, bon, c'est pas grave. Hem, je lis une scène de la Bible où, les apôtres, traversent, le fleuve, pour rentrer chez eux et en fait, ils sont pris dans une tempête. Ils sont pris dans une tempête et en fait, ils voient l'ombre une silhouette devant eux et la silhouette devant eux avance vers eux et en fait, ils savent pas qui c'est. Ils ont peur, ils ont le sentiment que ce sont des fantômes et cetera et en fait, ils reconnaissent le Christ. Ils reconnaissent le Christ qui marche sur l'eau et qui vient à leur rencontre et eux, ils sont totalement en panique et il y en a un parmi eux qui dit: «Je ne crois pas que tu puisses marcher sur l'eau» et le Christ lui dit: «L Sors de la barque et marche sur l'eau avec moi» et l'apôtre sort de la barque et marche sur l'eau avec le Christ et il est là et il marche sur l'eau avec le Christ alors que c'est la tempête et d'un seul coup, il se tourne, il regarde les vagues, il regarde la pluie, il revient à la réalité et il s'enfonce d'un seul coup dans l'eau et le Christ le prend par la main, lui tire, le prend dans ses bras en lui disant: «Je ne t'abandonnerai jamais». Fin de l'histoire. Alors pas fin de l'histoire dans la Bible, mais fin de l'histoire pour moi. Je me dis: «Ce truc est incroyable» parce que ça nous montre une vérité que j'avais jamais vue jusqu'ici. C'est que il y a ce que je crois et il y a ce que je vois. Je dois faire confiance à ce que je crois et pas à ce que je vois. Parce que ce que je crois est porté par un désir projeté. C'est-à-dire que ce que je crois a un chemin. Ce que je crois va se construire. Mais ce que je vois n'est pas la réalité. C'est la conséquence de mes constructions passées. J'ai autour de moi les conséquences de mes constructions passées. Donc je ne peux pas déclarer que je suis dans la loose parce que la loose, c'est ce que j'étais avant. Mais par contre, je peux croire que je suis dans la réussite en vivant une vie dans un environnement qui est un environnement qui n'est pas encore à mon goût. Sur ce, parce qu'il n'y a pas de hasard, je tombe sur Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, je lis ça, mais à 10 000 à l'heure. Et Père riche, Père pauvre, c'est l'histoire d'un gamin dont les parents ont de l'argent, ils vivent dans une maison et en fait, ils ont le confort. Et à côté de ça, ils fréquentent le père d'un de ses copains qui vit dans une baraque en ruine, mais qui est en train de monter un business qui est hyper créatif. Et en fait, ils se rendent compte que la véritable richesse, c'est le type qui vit dans un mouvement créatif de contribution et de création de sa future puissance dans une maison brinque-ballante. Mais que le père qui protège le confort et qui ne prend aucun risque, c'est la pauvreté de l'esprit. Et ce livre m'a incroyablement choqué parce que je me suis dit, mais c'est tellement cette histoire. Il y a ce que je crois et il y a ce que je vois. Comme ce gamin, il dit, il y a ce que lui croit et ce qu'il voit. Et on voit que la maison, elle est en ruine. On voit que les marches devant la maison, elles se cassent la gueule. Mais lui, il est riche. Parce que potentiellement, il est en train de créer quelque chose qui va révolutionner le monde. Par contre, lui, il a une maison qui est toute bien, mais par contre, il n'ira jamais plus haut. Donc, il a atteint un seuil qui fait qu'il est pauvre puisqu'il évoluera plus jamais. Et ça, je me suis dit, mais ça, c'est incroyable. Bref, j'arrive à la synthèse. La synthèse a fait que euh, toutes ces 5 transformations que je faisais simultanément étaient basées sur ma psychologie, qu'est-ce que je crois, mon émotion, qu'est-ce que je ressens, mon corps, qu'est-ce que je ressens physiquement, mon énergie, quelle est l'idée de moi, et mon, mon acte spirituel, c'est-à-dire où est ma foi, dans ce que je crois ou dans ce que je vois, où est ma foi. Et je me suis dit, je vais
arrêter de travailler les 5 trucs indifféremment. Je vais travailler tout ensemble dans un processus et on va voir comment ça marche. Et ce processus, il est simple. L'alignement psycho-émotionnel, physique, énergétique et spirituel. Je vous explique. Qu'est-ce que je veux? Je vais évoluer financièrement ou disons que je veux évoluer, dans ma carrière. Je veux que ma carrière s'ouvre vers des perspectives qui sont plus heureuses pour moi, pour faire un job qui sera plus heureux pour moi. Voilà. Je ne sais pas comment ça va arriver, j'ai pas besoin de le savoir. Je ne sais pas comment ça va se passer, qui, quoi ou qu'est-ce. J'ai peut-être même pas l'idée, peu importe en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me caler sur une vision qui correspond à la paix après la réussite. Donc, je m'imagine dans un endroit très agréable, dans lequel je suis assis, où je retrouve les symboliques de ma réussite, donc une belle maison, de l'argent, du confort, mais aussi de la joie, puisqu'évidemment la réussite, c'est pas uniquement une question matérielle, c'est aussi la joie d'être avec des gens qui nous aiment et qu'on aime, et cetera, avec des bonnes relations familiales, avec des bonnes relations amicales, et cetera. Donc je m'imagine assis dans un fauteuil sur une terrasse, moi j'aime bien ça, une terrasse, d'une maison sublime qui m'appartient ou qui ne m'appartient pas, on s'en fout, une maison sublime et je savoure ma réussite. C'est-à-dire que tout ce que j'aimerais vivre, dans ma vision, c'est fait. Dans ma vision, c'est fait. Et je me pose dans cette vision-là et cette vision-là égale émotion heureuse. Principe numéro 2. Et donc cette vision-là fait que je monte en moi une version heureuse. Une version heureuse, je ressens le bonheur d'être dans la paix de cette réussite-là. Je ne me pose pas la question de savoir, et combien même, hein, la tête me dirait: «Oui, mais comment tu l'as fait? Oui, mais comment?» Non, je suis juste en train d'apprécier. Je ne suis pas en train de régler le truc, je ne suis pas en train de l'expliquer ou de l'analyser, je suis en train d'apprécier. J'éprouve du bonheur à être cette personne qui a réussi comme elle veut réussir. Et maintenant, toute cette émotion, je la mets dans mon corps. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup oublié dans le développement personnel. C'est le corps. Mon corps doit être dense. Je ne peux pas imaginer que je vais vivre une vie heureuse si j'oublie d'avoir un corps qui va me porter dans cette vie heureuse. Et si j'ai une grosse ambition et que mon corps il est un peu léger, en tout cas pas tout à fait fiable, j'irai jamais parce que ma tête ne m'emmènera pas là où mon corps va flancher. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc ma tête va me protéger avec mes pensées soi-disant limitantes. Je vais me protéger en disant bah non, tu vas pas parce que tu es trop fragile. Donc, je travaille mon corps pour que mon corps soit solide et je sens dans ce corps solide, je sens passer l'énergie de cette émotion heureuse. Et je suis dans une vision heureuse, une émotion heureuse et un corps heureux. Et je me sens bien dans ça. Je me sens bien dans ça. Donc, forcément, étape numéro 4, après la psycho, l'émotion et le physique, psycho, émotion, physique, étape numéro 4, l'idée de moi. Donc, j'envoie cette idée à travers le monde, j'envoie cette idée partout autour de moi, parce que quiconque connaît l'énergie sait que l'idée que j'ai de moi va influencer mon environnement. Vous êtes avec les autres en fonction de l'idée que vous en avez, parce que vous lisez l'énergie qu'ils vous envoient. Si vous êtes en colère contre certaines personnes, c'est parce qu'ils vous envoient une énergie que vous lisez et que vous interprétez avec de la colère. C'est pour ça que vous êtes en colère. Donc moi, je balance de l'information partout pour déjà prévenir tout ce que je connais, tout ce que je ne connais pas, tout ce que je vais rencontrer dans 2 heures, 3 jours, 6 mois, 3 ans, que je suis la réussite. Et je balance tout comme ça. Donc j'imagine, hein, les exercices d'imagination sont très très bons pour ça. J'imagine que je rayonne une lumière absolument extraordinaire qui dit je suis la réussite absolue, je suis la réussite absolue. Et je fais ça entre moi et moi. Je ne fais pas ça dans la rue avec une trompette en disant ah les gars, je suis la réussite absolue. Non, non, c'est moi en fait qui rayonne et je me sens merveilleusement bien dans ce rayonnement. Merveilleusement bien. Et ensuite, j'ai la foi, c'est-à-dire j'ai le processus spirituel, donc il est psychologique, il est émotionnel, on l'a vu, il est physique, il est énergétique et maintenant il va devenir spirituel. C'est-à-dire que
À partir de maintenant, j'ai foi dans ce que je crois et pas dans ce que je vois, puisque ce que je vois n'est que la conséquence de ce que j'ai créé hier. Donc là, évidemment, je ne peux pas voir ce que je suis en train de créer puisque ça va arriver plus tard dans la matière. Mais je suis calé sur la foi intérieure et dans cette foi intérieure, eh bien, je marche sur l'eau, quoi. Dans cette foi intérieure, je me fous de savoir qu'il y a des vagues, je me fous de savoir qu'il y a l'orage, je me fous de savoir tout ça, je suis dans ma foi intérieure. Ça, c'est le processus de matérialisation. C'est ça que j'applique depuis 15 ans. C'est ça que j'ai mis tellement, tellement d'acharnement à trouver. Et ce truc est totalement dingue. Parce que cet alignement, je viens de le faire devant vous, ne nécessite aucun objet particulier. Ça nécessite de l'entraînement. Et tous ceux qui veulent s'entraîner ce soir en disant ah bah c'est super, il nous a donné le processus de matérialisation, on va pouvoir s'entraîner. Entraînez-vous, les gars. Vous allez juste remarquer un truc, c'est que tout seul, c'est compliqué. Tout seul, c'est compliqué. Et croyez-moi, moi, j'avais personne pour m'enseigner ça. Et c'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a créé un univers et autour de nous, c'est pas un univers qui veut notre réussite. Si on était dans un univers qui voulait notre réussite, on aurait déjà réussi. Et si vous êtes dans un univers dans lequel vous sentez que vous n'êtes pas la réussite, ça veut dire que vous avez autour de vous des gens qui se satisfont de l'état dans lequel vous êtes. Et si vous vous projetez vers quelque chose de mieux, ils vont vous dire ah oui, t'es sûr, ah oui, mais c'est pas bien, ah oui, mais tu vas. Et en fait, ils vont vous balancer tout un tas de conneries qui va faire que ça va être dur. Parce que croyez-moi, pour moi, ça a été dur, dur de travailler tout seul. Et aujourd'hui, je me suis dit, le seul moyen, en tout cas le plus intelligent, pour que n'importe qui arrive à poser ce processus et qu'il puisse très rapidement, en quelques semaines, déjà commencer à voir les changements, c'est qu'on soit tous ensemble. C'est-à-dire qu'on soit une putain de famille et qu'on avance ensemble. Alors, j'ai décidé de faire ça sur des réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, parce que ça permet à tous les uns et les autres de se rencontrer entre eux. Moi, j'ai pas envie d'être le grand gourou qui décide qui est ami avec qui, je m'en fous. Là, vous avez accès au compte des autres, vous vous passez des messages, vous devenez amis et vous construisez votre famille. Et vous avez cette famille qu'on appelle la famille TEP, puisque c'est la TEP Family, tout est possible, TEP, TEP, tout est possible. En fait, on avance ensemble. Et la puissance d'un groupe qui avance ensemble avec des gens qui te disent putain, vas-y, c'est génial, on est avec toi, bravo, alors que vous avez fait un tout petit pas. Pour vous, c'est un tout petit pas, mais il y a des gens qui vous disent putain, mais c'est génial que tu as réussi à faire ça. Et vous-même, vous allez voir qu'il y a des gens qui disent moi, ça fait 2 ans que j'essaye de parler avec mes enfants et ça ne marche pas, j'ai posé la trame, et en fait, aujourd'hui, il y en a un qui m'a téléphoné. Mais tu vas être hyper heureux. Tu sais pas qui est Christelle ou Chantal ou Jean-François, mais tu t'en fous. Tu es heureux pour eux. Et tu dis, putain, mais ça, c'est génial. C'est génial, en fait, parce que tout le monde autour de toi, et toi y compris, hein, tout le monde autour de toi est en train de te montrer la lumière. Tout le monde est en train de te montrer sa propre lumière au bout du tunnel. Et puisque les autres voient la lumière au bout du tunnel, bah toi, tu vas voir la tienne. Et ça, c'est un truc qui n'a absolument pas de prix. Et en fait, cette année, il y a déjà plein de monde dans le programme. Ça veut dire que la famille est déjà constituée pour t'accueillir si tu n'y es pas encore et pour rentrer dans ce foutu programme dans lequel on va bosser ensemble. Alors, comment on va travailler? Eh bien, on va travailler cette année pour la première fois avec un principe pédagogique. Tous les gens qui ont fait TEP m'ont dit, enfin ceux que j'ai eu l'occasion de croiser m'ont dit, c'est une putain d'idée. L'idée, c'est de dire, on va travailler 3 mois sur l'argent. Ensuite, on travaillera 3 mois sur la relation et ensuite, on travaillera 3 mois sur la santé. Pourquoi? Eh bien, parce que ça nous permet de travailler sur une thématique et on va décortiquer le processus de matérialisation avec cette thématique. C'est-à-dire on va pas partir dans tous les sens, on va travailler avec ceux qui ont besoin d'argent les 3 premiers mois et on va travailler avec eux. C'est-à-dire que tu vas voir comment on travaille sur une thématique, comment on travaille sur un sujet et comment on explose ce sujet-là pour réussir dedans. Peut-être que toi, tu as des problèmes d'argent et peut-être que les 3 mois vont te paraître compliqués. C'est forcé puisque, en fait, on a toujours des grosses difficultés sur les sujets sur lesquels on a le plus d'enjeux. Donc, si tu as le plus d'enjeux inconscients sur ce sujet-là, ça va peut-être être difficile. Mais c'est pas grave, tu vas travailler quand même. Et c'est peut-être au moment où tu arriveras sur les relations où tu as moins d'enjeux que le déclic va arriver. Et d'un seul coup, boum, tout va s'ouvrir sur toi.
Ça peut être aussi au moment où tu travailleras sur la santé, peut-être parce que tu as encore moins d'enjeux. Donc, il y a toujours une thématique sur laquelle on a moins d'enjeux. Par exemple, il y a des gens qui ont fait un de mes programmes qui s'appelle l'accompagnement à la réussite, qui ont réglé des problèmes de santé. Il y a des problèmes qui ont, il y a des gens qui ont fait un programme qui s'appelle la méthode bizarre qui fait maigrir, qui d'un seul coup ont commencé à gagner beaucoup d'argent. En fait, parce que c'est pas forcément la thématique qui va faire monter ce domaine-là dans votre vie, c'est le fait que vous ayez du recul en travaillant sur un sujet. Et je me régale d'imaginer qu'on va commencer ça dès demain matin et que ensemble, tous ensemble, on va commencer à exploser toutes nos barrières juste en faisant ce foutu processus de matérialisation. Un exercice psycho-émotionnel, physique, énergétique et spirituel. Spirituel, c'est de la conscience. Spirituel, c'est de la foi. Mais c'est pas un truc religieux. Spirituel, c'est pas un truc de chaman. Spirituel, tout le monde est spirituel. Quand on a un rêve, on est spirituel. Quand on a la foi dans son rêve, on est spirituel. Donc, ce soir, c'était pour vous montrer qu'à partir du moment où en fait on est capable de s'analyser soi-même, c'est ce qu'on fera dans le programme, c'est que on va essayer de savoir d'où tu tiens cette idée, d'où tu tiens cette idée que l'argent c'est pas ok, d'où tu tiens cette idée que la relation nanana, d'où tu tiens cette idée que le couple ça marche pas, d'où tu tiens cette idée et on va se regarder et en fait on va travailler contre cette idée-là pour reparamétrer une autre idée qui elle tourne dans le sens de ce qu'on veut. Dans ce programme, j'ai obtenu des miracles et j'ai pas peur de le dire, je sais que c'est un mot très, compliqué. Les gens ils disent: «Ouais, n'exagère pas quand même». Non, non, il y a eu des miracles, des réconciliations familiales après des guerres incroyables et ces réconciliations familiales ne sont pas arrivées avec des explications, des analyses ou des médiateurs. C'est arrivé parce que quelqu'un a travaillé l'énergie et que d'un seul coup, tout le monde s'est posé sur cette énergie-là et les familles se sont reconstituées. Des couples se sont reconstitués. Des gens sont tombés amoureux les uns des autres. Des gens ont créé leur société et ont eu du succès. Les gens ont gagné de l'argent. Il y en a certains même, je te fais un bisou, Cécile, si tu me regardes, qui ont publié des papiers où ils disent: «Je viens de recevoir 2 000 €. Je ne sais absolument pas pourquoi. Il n'y a rien qui justifie ça». Une autre qui a publié, d'ailleurs je crois que c'est de Cécile, qui a publié: «Ils m'ont dit que j'allais toucher 248 € de je sais pas quoi. En réalité, c'était 2 480 €. Je ne sais pas pourquoi». Et en fait, ça s'est arrivé tellement de fois. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous attendre à quelque chose. Quand on travaille le processus de matérialisation, on ne travaille pas pour le résultat, on travaille pour l'exercice, c'est-à-dire pour l'énergie. Et en fait, on regarde les bienfaits que cette énergie nous procure parce qu'on produit quelque chose avec notre énergie qui nous ouvre des portes. On n'attire rien, on fabrique. Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est que vous allez fabriquer comme vous fabriquez aujourd'hui, mais ce que vous fabriquez aujourd'hui ne vous convient peut-être pas. Eh bien, rentrez dans le programme, investissez sur 9 mois de travail avec nous pour commencer à fabriquer ce qui vous convient. Personne ne reste dans un coin. Personne. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que j'ai avec moi une bande de référents qui sont des gens qui ont fait le programme, d'accord? Ils ont fait le programme. Ce sont des gens qui ont travaillé le processus et ce sont des gens qui ont obtenu des choses dans leur vie qui étaient beaucoup plus heureuses. Là, dernièrement, Fabi nous a partagé qu'elle avait signé un super contrat et qu'elle était heureuse. Euh, Ce sont des gens qui bossent avec le processus de matérialisation. Francesca, parmi les référents, est quelqu'un qui a fait un travail incroyable depuis un état vraiment de difficulté financière, de difficulté de santé très importante, vraiment très importante. Un truc que nous, enfin moi, j'aimerais vraiment pas vivre. Et aujourd'hui, elle est heureuse dans son travail, elle contribue, elle gagne de l'argent et ça se passe bien pour elle. Elle a la liberté de faire ce qu'elle veut et en plus de bien gagner sa vie. Elle avait qu'un seul objectif quand elle était rentrée, c'était de faire du massage dans tel très très grand hôtel du sud de la France. Et en fait, elle y est allée et en fait, elle a été une des masseuses vedettes de cet hôtel-là. Donc tous, en fait, il y a Aurélie, tout le monde en fait, Raphaël, tout le monde sont des référents qui savent utiliser le processus de matérialisation et eux, les référents, ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous accompagner. Ils sont là pour de temps en temps vous envoyer un message pour dire alors comment ça se passe, est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que tu veux un coup de main, est-ce que tu as besoin que Laurent étaye certains trucs, il y a des trucs que tu n'as pas compris. Vous êtes jamais tout seul. Et puis évidemment, il y a la famille, cette famille incroyable de gens qui font la promo. Il y a des gens qui sont
qui sont revenus cette année. Il y en a plusieurs qui font 3 années de suite parce qu'en fait, ils restent dans l'énergie de cette famille. Bah, en fait, voilà, plus on est de fous, plus on rit. Et en fait, ils continuent de grimper dans leur vie, ils continuent de créer des choses absolument extraordinaires parce qu'ils sont portés par l'énergie du groupe. Et donc, du coup, ils reviennent cette année. Donc, vous allez avoir des gens qui sont comme vous dans la promo, mais qui ont déjà pratiqué et qui vous aideront, qui vous donneront des conseils. Et vous-même, vous allez aider. Vous-même, vous allez participer en disant écoute, je ne sais pas ce qu'il faut vraiment faire, mais je suis avec toi. Ça, c'est génial pour quelqu'un qui est en train de galérer sur un sujet. C'est génial. Et on va travailler ensemble comme ça pendant 9 mois. Le lundi matin, de 8h à 9h, je serai avec vous physiquement. On se parlera, d'accord? Je vais vous expliquer comment fonctionne le processus, mais je vais vous accompagner aussi à partir de cas particuliers. Pendant les 3 premiers mois, on travaille sur l'argent, les 3 mois suivants, on travaille sur la relation, et les 3 derniers mois, on travaille sur la santé. Si vous rentrez dans le programme, vous allez voir que donc tous les lundis matins, je suis là, que tous les mercredis, je vous propose un cas d'école. Un cas d'école, c'est une personne qui fait le programme, qui a une difficulté dans un domaine particulier ou sur un point particulier, et j'aide cette personne en direct. Alors, ce n'est pas en direct parce que je ne le fais pas devant vous, mais j'aide parce que vous allez voir comment je fais avec cette personne pour l'aider à poser le processus. Donc, vous allez voir comment je décortique ça avec elle. Et donc, vous allez pouvoir, vous aussi, se servir de son cas. C'est pour ça que c'est un cas d'école. Vous allez vous servir de son cas pour appliquer aussi les mêmes techniques. Et donc, du coup, ça va vous permettre d'avancer 1000 fois plus vite. Et le vendredi, on se retrouve à la fois pour travailler aussi sur l'énergie, la compréhension de l'énergie, parce que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Et avec cette compréhension de l'énergie, vous allez ouvrir encore plus grand les portes de la compréhension du processus de matérialisation. On va travailler sur la trame, on va travailler sur la scène de théâtre, on va travailler aussi sur la statue, tous ces exercices qui sont des exercices qui sont extrêmement forts en énergie, vraiment très forts en énergie. Moi, j'ai un copain qui est à l'étranger, qui est parti il y a quelques années, qui m'a téléphoné en début de l'été en me disant, c'est fin juin, il m'appelle autour du 20 juin, et il me dit, écoute, c'est la galère en fait, c'est horrible, mais je m'en sors pas, c'est difficile, vraiment difficile, et je ne sais plus quoi faire, est-ce que tu peux m'aider? Je dis: «OK, d'accord», je l'écoute et je lui dis: «Tu vas faire l'exercice de la statue». Je lui explique l'exercice de la statue, il le fait. Il me rappelle 15 jours après, il me dit: «Putain, j'ai fait un mois exceptionnel». Il y a un programme que j'avais lancé, que j'avais quasiment presque oublié, enfin je ne l'ai pas oublié parce que je sais qu'il tourne. D'un seul coup, j'ai eu 1 vente, 2 ventes, 3 ventes, 5 ventes, 10 ventes, 15 ventes, et là, d'un seul coup, je ne sais pas d'où ça vient, et boum, l'argent arrive. Et donc, c'est incroyable. Ah, donc, je fais la statue tous les jours et en fait, ça arrive. Donc, on a des exercices énergétiques. Moi, ça fait 20 ans que je travaille l'énergie. Croyez-moi, ça a quand même assez peu de, de secrets pour moi. Je fais du scan. C'est moi qui ai inventé le scan bioénergétique. C'est moi qui ai formé les scanners. Et tous les gens qui ont essayé de copier ça sont plantés parce que c'est difficile. Euh, et je connais bien l'énergie et je vous le dis, moi, l'énergie, je sais comment ça marche et j'ai des outils à vous donner qui sont extrêmement puissants, du genre de cet exercice-là, et vous allez évidemment en bénéficier. OK? Donc, je vous dis, ce n'est pas un scoop pour personne. Nous, on démarre demain matin. Ne restez pas sur le bord de la route, ne restez pas sur le trottoir, montez dans le train avec nous et voyez. Alors, vous savez que vous avez 15 jours. Là, on tombe sur le coup de la loi française. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Vous avez 15 jours pour voir comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc, ça veut dire que vous allez faire le live de demain, le cas d'école de mercredi, vous allez faire le live de... Non, vous allez faire le live de demain, le live de vendredi, lundi, live, mercredi, cas d'école, etc. Vous allez faire ça pendant 15 jours. Vous regardez comment ça se passe avec votre référent. Si dans 15 jours, ça ne se passe pas bien, sortez. Honnêtement, sortez. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous avez 14 jours légal pour ça. Donc, moi, je dis à Farah, bah, faut rembourser cette personne et puis vous rentrez chez vous. Et c'est OK pour moi, c'est OK pour tout le monde. Personne ne viendra vous emmerder. Mais par contre, si au bout de 14 jours, vous avez compris ce qu'on est en train de faire, alors restez avec nous et vous allez voir que tout va s'ouvrir devant vous, sans trop vous bousculer, sans effort. Ça va être juste simple, sans poser un processus compliqué, mais en travaillant sur un truc qui est plein de bon sens. Et vous allez vous reparamétrer. Et plus vous allez vous reparamétrer, et plus votre vie va vous permettre de fabriquer un univers qui vous convient vraiment, fabriquer des relations qui vous conviennent vraiment, fabriquer un corps qui tient la route et qui vous porte. Donc, si vous avez envie de ça, c'est maintenant. Il faut vous inscrire. Et
il se trouve que si vous avez, si vous passez par les liens que Farah et peut-être Kevin aussi mettent en lien là, si vous passez par ces liens, parce que vous passez par ces liens-là, vous avez, si vous prenez la version idéale ou si vous prenez la version premium, vous avez des bonus. Alors moi, des bonus, j'en fais plein. Tout le monde me dit, tu fais trop de cadeaux dans tes programmes. On n'a pas le temps de tout. Je m'en fous en fait. Vous ferez ce que vous pourrez. Moi, je vous offre des programmes sur la réussite, des programmes sur la confiance en soi, des programmes sur voilà. Je vous offre une bibliothèque de programmes en podcast qui va vous ébahir tellement il y a de programmes. Je crois qu'il y a une centaine de petits podcasts sur je sais pas qui, l'imposture, tous les sujets, comment on appelle ça là? Bref, je sais plus. Mais enfin, il y a plein de sujets, il y en a 100 donc, mais c'est sur l'amour, sur la famille, sur la procrastination, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, sur plein de choses, sur le business, et cetera. Donc tous ces petits trucs, c'est des bonus que je vous donne. Et en plus, si vous vous inscrivez maintenant sur Idealo Premium, je vous offrirai d'autres bonus qui sont notamment la présence dans les. Enfin, je crois que Farah va vous mettre ça dans le chat, c'est tous les bonus si vous passez par nous. OK? Si évidemment, Farah, je ne te prends pas de cours, et si tu voilà, si vous prenez l'offre idéale, ah ben voilà, elle les met. Accompagnement à la réussite, elle va les mettre tous. Et voilà. OK? Je vais regarder s'il y a des questions parce que je sais que parfois, alors Eliane, les TEP évoluent et franchement sont de plus en plus efficaces, mais il faut travailler, c'est sûr. Ah bah oui, oui, exactement, ils appellent. Il faut peut-être mieux commencer par quelque chose. Alors, je pense que c'est la suite d'une conversation. Est-ce que tu t'es entraînée comme une championne, Eliane? Ah ouais, alors Eliane a dit perso, TEP 3, j'ai pas réussi. En fait, il n'y a pas de je réussis ou je ne réussis pas. Tu as réussi puisque tu continues de. Le processus de matérialisation, c'est quelque chose qu'on applique tout le temps. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Moi, je n'ai pas inventé un outil. Moi, j'ai regardé comment l'être humain fonctionne et je dis voilà comment il fonctionne pour créer quelque chose qui ne lui plaît pas, la plupart du temps. C'est ce que tu as dû faire, Eliane. Voilà comment il faut travailler pour que ça fonctionne avec un autre résultat, finalement. Donc, je ne suis pas en train d'inventer la machine à couper le beurre. Je suis en train de dire, voilà dans quel sens il faut travailler. Tous les gens qui se sont mis au boulot sont des gens qui ont eu des résultats extraordinaires. Tous. Dernièrement, et en fait, dans TEP 3, il n'était pas là déjà, mais notre ami Thibaut, qui a commencé à travailler sur le processus, qui a fait une compétition champion de France, il continue de travailler sur le processus, il arrive vice-champion du monde, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est en train de monter son programme, c'est quelqu'un qui travaille en consulting avec moi, c'est un bosseur de dingue, et c'est un gars qui racontait qui dit, moi j'ai mis Laurent au défi parce que il dit tout le temps que la réussite professionnelle, c'est la conséquence intelligente des relations qu'on a avec les gens, ou c'est la conséquence des relations intelligentes qu'on a avec les gens. Eh bien, j'ai fait ça et aujourd'hui, je viens de signer un énorme contrat. Donc, il y a pas de ça marche ou ça marche pas. Il y a est-ce qu'on applique ou est-ce qu'on n'applique pas. Tu sais, je suis comme toi, moi, Eliane. Hein. Si je fais un programme et que derrière, ben, je fais pas le processus de matérialisation, bah, je vais sortir en disant, bah, il s'est rien passé. Oui, évidemment, il s'est rien passé. Mais c'est comme si on t'avait donné un vélo et que tu n'étais jamais monté dessus, ou si tu avais fait trois tours de pédale, 2 tours de parc. À un moment donné, c'est pas suffisant. Mais je t'en veux pas parce que je sais que c'est pas facile, que c'est pas simple, mais surtout, c'est un principe de reprogrammation. C'est pas un principe d'apprentissage, c'est un principe de reprogrammation. Aujourd'hui, Eliane, bah, tu continues de construire et de fabriquer avec ta programmation. Alors, tout à fait, le programme avec la première volée de TEP, c'était vraiment extra. J'espère que tu vas bien, mon Jean-David. OK, je vais essayer de régler l'argent tout seul pour rejoindre le programme l'année prochaine. Ou pas, car en fait, moi aussi, j'ai des gens à aider sur la planète. Ça va peut-être me prendre tout mon temps. Écoute, gagne du temps, arrête arrête de traîner les pattes en disant: «On se fera ça l'année prochaine». Je veux dire, moi déjà, je passe mon temps à me dire: «Mais pourquoi j'ai pas eu ce processus plus tôt, quoi?» Il a fallu que j'aille le chercher, maintenant il est là, allez, monte dans le train et viens avec nous et on travaillera ensemble, on se connaît. Tu me mets des messages en disant: «Bah, voilà, moi mon truc il est là, c'est ici que je veux aller, on travaille sur l'agent les 3 premiers mois, on bosse avec toi et on bosse moi et tous les référents avec toi». Et là, tu vas commencer à évidemment avoir la la l'argent que tu as envie d'avoir, quoi, pour pouvoir aider les gens, ce que je comprends très bien.
J'ai envoyé un mail hier pour avoir des infos pour m'inscrire, mais je n'ai rien reçu. Et comme la formation commence demain, merci pour ton retour. Yam, c'est Yamena, j'imagine. Euh, alors, juste pour info, Farah est à Madagascar. Déjà, c'est un miracle qu'elle soit avec nous. Mais Farah est dans une situation peut-être un peu rocambolesque, si vous connaissez un peu l'actualité. Donc, on ne va pas lui en vouloir si ça prend un peu de temps. Yam, tu cliques sur le lien, tu t'inscris. Et après, une fois que tu es inscrite, c'est pas grave. Tu verras avec Farah pour les détails de ton inscription si tu as besoin de quelque chose. Mais de toute façon, tu seras dans la famille et on bouclera les choses qu'on aura à boucler. Ok, c'est exactement ce qu'il faut comprendre de la loi dite attraction. D'autres l'ont compris, même s'ils ne savent pas l'expliquer comme toi. Ouais, mais bon, voilà quoi. La loi d'attraction, c'est pour moi, c'est une grande déception. C'est une grande déception. Et puis surtout, tu vois, moi je regarde les choses parce qu'en dehors de ce que je peux comprendre de la loi d'attraction, j'ai lu Barbel Mort 50 fois, j'ai lu Jerry X, j'ai vu Esther X en conférence. Et franchement, j'ai trouvé ça absolument génial. Mais, euh, mais moi, ce que je regarde toujours, c'est qui sont les gens qui vont m'enseigner. Et en fait, les gens qui m'enseignent la loi d'attraction ici sont des gens qui réussissent pas. Je veux dire, moi, on aura beau dire, mais en fait, même moi, je suis étonné de la réussite que j'ai dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai 8 entreprises, donc je ne vis pas que du développement personnel. Parce que les gens ils disent, bah oui, mais toi, tu as réussi parce que tu vends des programmes. Non, non, je fais des films. Je fais des films pour le cinéma et la télévision, donc je gagne de l'argent pour ça. Et j'ai gagné l'année dernière peut-être 150 ou 200 000 euros avec ça. J'ai d'autres sociétés. J'ai écrit un livre que j'ai vendu avec ce millier d'exemplaires. Donc, là, j'ai d'autres boulots. Aujourd'hui, j'ai créé une société avec ma fille, on la démarre et ça part très très fort. Ici, j'ai créé un coworking, c'est un coworking avec des gens qui viennent. Donc, mes sources de revenus ne sont pas uniquement le développement personnel, et Dieu merci. Donc, l'idée, je suis scénariste aussi, donc forcément, j'ai aussi des droits d'auteur sur les scénarios. Donc, ça, je ne le réussis pas parce que je suis un mec supérieur aux autres. J'aurais jamais pu sans le processus de matérialisation. Je n'aurais jamais réussi. Personne, enfin, qui peut gérer 8 sociétés en même temps? Qui? Moi, je le fais parce que j'ai la paix avec moi. Et pourquoi j'ai la paix avec moi? Parce que le processus m'accompagne tout le temps. Donc, je n'ai absolument pas à m'inquiéter puisque, voilà, ça marche, quoi. Donc, ça marche parce que le processus fonctionne. Et quand il y a quelque chose qui déraille, parce que ça arrive, eh bien, je regarde comment je place le processus. Je me dis, OK, mets-toi 5 minutes dans le laboratoire, regarde-toi, regarde comment tu construis les choses et corrige, replace le processus, va chercher tes injonctions. Et puis, les injonctions qui sont toutes les pensées contraires qui nous empêcheraient de matérialiser ce qu'on veut. Et puis, voilà. Et puis, fais monter ça et travaille. Et d'un seul coup, la voie s'ouvre à nouveau. Mes amis, c'est l'heure de vous inscrire. C'est l'heure de vous inscrire. Pas parce que j'ai envie que vous soyez dans le programme, c'est parce que j'ai envie que vous ayez une vie heureuse. OK? Donc, prenez votre courage à deux mains, engagez-vous, donnez-vous 14 jours pour voir. Et au bout de 14 jours, c'est OK, vous restez avec nous. C'est pas OK, vous partez et c'est très bien comme ça. Voilà, l'idée, c'est absolument pas de vous coincer dans un traquenard. Ça peut être, il n'y a pas de pire publicité ou pire énergie pour moi d'avoir quelqu'un qui intoxique le groupe parce qu'il n'a pas envie d'être là. Si tu n'as pas envie d'être là, tu n'es pas là. Mais au moins, essaye 15 jours. Essaye 15 jours. En 15 jours, tu peux faire ce que tu n'as pas réussi à faire en peut-être 2 ans ou 3 ans. Donc, pourquoi tu te prives de ça? C'est quasiment gratos. Donc, rentrez dans le programme ce soir, inscrivez-vous, on démarre demain matin. Moi, demain matin à 8 heures, je serai ici pour démarrer le premier live et je serai très, très, très heureux de vous retrouver. OK? Allez, je vous laisse ici. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très, très bientôt. OK? Ciao, ciao.